beaucoup. Et deuxième fois sur Twitch, il était passé sur Zen. Comment ça va, Fabrice? Eh ben écoute, bien. Je découvre, je vais pas mentir, l'émission comme la précédente. Voilà, je suis content. C'est un bain de jouvence à chaque fois. Je découvre ces nouveaux dispositifs, la jeunesse, etc. Voilà, ça permet que mes neveux, mes nièces m'apprécient. Voilà. C'est des coups de com' pour la famille. Exactement. Je le fais avant tout pour les plus jeunes. Non, mais c'est vrai que j'avais vu sur Zen, ça fait quelques mois, non? Ça doit faire 3-4 mois que tu étais passé. Mais c'est vrai que c'était cool. Alors, Zen qui est le lundi soir, qui a un peu différent de Popcorn, tu vas voir, ici on papote de plein de sujets. Il y a des gens qui viennent et tout, mais en tout cas, bienvenue. Déjà, on est accueillis, on mange. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre émission. Voilà. Donc, c'est important déjà d'accueillir comme il faut ses invités. On mange, il y a tout ce qu'il faut. Donc déjà un bon point. Tu crevais de faim sur Zen, c'était des conditions difficiles, tu dirais, toi, si tu dois témoigner comme ça. Qu'est-ce que tu veux, qu'on descende l'autre émission? Ça fait toujours plaisir. C'est tout le but. Je ne sais même pas laquelle est la plus vue des deux émissions. Est-ce qu'on peut le dire avec beaucoup d'humilité? Je ne sais pas. On peut le dire avec beaucoup d'humilité. D'accord, donc j'ai bien compris le message. Dis-moi juste combien vous comptez faire ce soir, je m'adapte. Si vous voulez faire 1 million, je me mets en mode 1 million et on va les faire. Moi, si c'est 100 000, je suis resté en retrait, quoi. J'ai pas envie de te décevoir. C'est vrai qu'on débute la soirée, on est sur un 40 000, mais ça monte. Va falloir se bouger un petit peu. Le tweet est parti ou pas? Juste en régie, n'hésitez pas à envoyer. 60K, ça dit, 50K max. Ça va voir en fonction. Ouais. Alors, je peux poser juste une question pour le fonctionnement. Est-ce qu'on peut intervenir à tort et à travers? C'est quand même ma spécialité. Ou est-ce que je laisse l'émission se faire? Quand tu veux. Si tu as des questions, etc., de toute façon, tu vas voir, c'est de la discussion, tu fais ce que tu veux, tu découvres à ta manière. Non mais je voulais qu'on parle un peu justement consommation YouTube et tout, parce que c'est vrai que Fabrice, toi, t'es pas youtubeur, mais tu utilises beaucoup quand même YouTube, parce que récemment, je crois que je t'ai vu sur un Combini. Oui, alors le Combini, oui, il a fait effectivement, il est sorti il y a 7 jours. Mais non, c'est toujours pareil. En fait, je suis pareil, mon spectacle est relayé sur TikTok, plein d'extraits, etc. En fait, je ne suis jamais sur les réseaux, même pas sur Insta, aux grandes dames de mes attachés de presse qui sont là, faut faire. Je ne poste jamais. Ce serait pas naturel pour moi. Je fais les choses naturellement. Mais mes vidéos ou mes sketchs sont tellement repris, ou les vannes, machin, etc., que j'existe. Il y a des gens qui me disent, putain, t'es dans mon fil d'actualité en permanence. J'ai dit, je poste rien pourtant, mais ou tu fais une vidéo Combini parce que ça t'amuse, et je le fais dans ce sens-là. Là, je visite une épicerie, tu vois. C'était marrant le concept. Voilà, effectivement, c'était marrant. Donc je dis, allez, on y va. Et puis après, voilà, le truc est repris, c'est vu, mais il y a pas de calcul en soi, tu vois. Ouais, c'est juste, on te propose des concepts et tu te dis. Voilà, donc je suis youtubeur malgré moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai 47 piges, mais il y a 30 ans, par exemple, avec mes potes, nous, c'est la génération Les Inconnus, tu vois. Donc, nous, on avait acheté nos petits caméscopes et on passait nos week-ends au mercredi à filmer des petits sketchs qu'on écrivait. La seule différence, c'est que nous, notre plateforme, c'était le magnétoscope des parents. On invitait quelques potes et on matait ça. Sinon, j'aurais été certainement youtubeur à essayer de faire des sketchs, des vidéos comme vous aujourd'hui, quoi. Non, forcément, c'est vrai que tu vas être dans quelques concepts et sur que ça soit Twitter, même Twitch, etc. C'est vrai que tu as une personnalité tu vois, très appréciée. Comme tu le dis, en effet, quand tu passes dans le truc de Combini, etc., il y a des stats, les gens trouvent ça drôle, je vois que c'est relayé. C'est vrai que je vois, de temps en temps, je vois aussi ton extrait un peu sur TikTok, YouTube et tout. Enfin, pas ton extrait, mais ton spectacle. Ouais. Toi, tu le vois comment, toutes ces générations comme la mienne, où en fait, on est obligé de faire aussi des blagues sur Internet? Ah, je vous déteste. Ouais, mais non, mais c'est... Moi, je vais te dire, quand je démarre, la première fois que j'ai une vraie programmation... Alors déjà, nous, les plateaux, aujourd'hui, des plateaux sur Paris, dès que quelqu'un ouvre un restaurant ou un café, il dit, on ferait pas une soirée stand-up? Ouais, j'ai un coin, vas-y, invite. Donc, il y en a partout. Moi, au moment où je commence en 98, donc avec des plateaux qui tournent un peu sur Paris, t'en as 4-5. Ouais. T'as les Blancs Manteaux, le Point Virgule, t'en as un peu au Field, et t'as le Café Oscar, et puis un ou deux autres qui se battent en duel. Les comiques, on est peut-être à tourner sérieusement sur les plateaux, allez, 25-30 à tout casser. Aujourd'hui, il y en a des milliers tous les soirs, tu vois. On n'en vit pas du tout des plateaux, alors qu'aujourd'hui, tu peux en vivre très confortablement. Faut le dire aux gens, hein, Fabrice, c'est qu'il y a des gens, ils ne font que 10 minutes de sketch tous les soirs, et ils en vivent très bien. Mais tu t'es bien payé, genre par exemple dans les Panames, etc. Quand il y a 20-30 personnes dans le public. Demain, t'écris un bon 10 minutes qui tient la route, tu fais ton job tous les soirs, tu vas faire 3-4 plateaux dans différents endroits de Paris, tu vas aller faire un festival par-ci, une télé par-là, tu peux, disons-le, cumuler 7-8 000 euros par mois en ayant juste un bon 10 minutes. Ah ouais. Tu préfères ça ou aller à l'usine pour... tu vois ce que je veux dire? Donc, ça vaut la peine d'essayer, je comprends tout à fait, quoi. Donc, et nous, à l'époque, quand je te parle d'usine, c'est une fois que tu fais les plateaux... Je te dis, on est 25-30, on connaissait tous les sketchs des autres par cœur, tellement il n'y avait pas de turnover, machin, mais il y avait moins de concurrence.
C'était moins professionnel, c'était vraiment pour se marrer. Les plateaux, ça consistait à gâcher le sketch de l'autre après, de passer, de reprendre, de vanner. C'était beaucoup plus troupe pour se marrer, voilà. Donc, il y avait je faisais des plateaux, on démarrait à 20h30, on finissait avec le dernier métro, tu vois. C'était vraiment un spectacle, le field, c'était que ça. Le field, quand tu faisais un mauvais passage, tu avais l'orchestre, et quand c'était mauvais, il commençait à jouer. Et petit à petit, l'orchestre jouait et le public adorait ça. Aujourd'hui, il y a le côté, attention, c'est sérieux, c'est du comique, tu vois, sérieux, stand-up. C'était beaucoup plus. Et une fois que tu étais programmé, moi j'ai commencé avec les Blancs Manteaux, ça doit être en 2003 à peu près. C'est Avignon tous les jours. T'es dans le Marais en train de tracter, coller des affiches tout seul, essayer de faire le con en été pour ramener ta salle. Je démarre, moi je me rappelle, je jouais le dimanche, lundi, mardi à 22h au Blancs Manteaux. Je sais pas si tu vois la rue, elle est complètement vide. Faut t'accrocher, quoi. Donc, t'as des moments qui sont... T'as lancé des vocations, hein, les 8000 balles par mois. Il y a des gens qui sont en mode... Ah bah oui, mais c'est une réalité. Bon, après, il faut les bonnes 10 minutes. Hein, c'est pas non plus parce que ça peut être les 10 minutes les plus longues de ta vie. C'est possible aussi. C'était là ce soir aussi, Fabrice, c'est parce que tu joues ton spectacle, encore là, il y a les dernières dates qui sont du coup Adieu hier, donc tu joues depuis janvier 2022. Et tu vas jouer, donc du coup, si je dis pas de bêtises, il y a les Folies Bergères, là, qui sont justement en juin, du 5 au 8 juin 2024, et quelques dates, je crois, à Nantes, à Lille, Bordeaux et Lyon, voilà, qu'on peut voir ici. J'ai vu d'ailleurs qu'il était déjà sur Prime Video, parce que c'est là-bas que moi j'ai pu le voir. Ouais, en fait, c'est le paradoxe. Il est sur Prime depuis, je le dis, parce qu'il est sur Prime depuis 1 an et demi, je crois. Ah oui, donc dès le début quasiment. Si tu veux, ce qui est amusant, c'est qu'au début, je me dis, vas-y, je le mets rapidement, je finis, parce que j'avais joué 3 mois dans un petit théâtre au De Jazé, et je capte dans une petite salle. Et en fait, l'effet, les boules de neige, toutes les vannes sont reprises sur les réseaux et t'as plus besoin de faire de promo après. C'est hallucinant. C'est tu dis, c'est pas un peu tôt, et c'est l'effet inverse. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, dans les salles, j'ai des gens qui ont vu 3-4 fois le spectacle et t'as l'impression d'être un vieux chanteur. T'as l'impression d'être Patrick Bruel qui vient faire ses tubes avec les gens qui reprennent dans la salle. Je dis, mais non, moi je fais du théâtre, mais c'est assez amusant si tu veux de voir ça. Et donc là, effectivement, on avait mis les dernières, et là c'est la 3e fois qu'on vient en Folies Bergères, et là ce sera effectivement les dernières, puisque on arrive, enfin j'ai surtout, tu vois, déjà commencé à réécrire le prochain, puis ça démange de tester des nouveaux matériels. Quoi. Tu m'étonnes. Ah mais j'avoue que c'est vrai que je me demandais, parce que souvent on voit qu'il y a la tournée, et ensuite tu fais une captation que tu postes c'est ce que je faisais avant. Pour la postérité, et le changement a bien marché du coup. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, putain, mais il y en a pas tant, vous êtes pas tant du coup à avoir fait ça dans ce sens-là. Non, j'ai voulu changer Alors tu sais que maintenant il y en a qui ne jouent plus qu'un spectacle que pour la captation. Ouais. C'est encore autre chose. T'en as maintenant, ils font 30 dates de rodage et puis après c'est déjà vendu à une plateforme et puis ils l'enregistrent juste pour la plateforme. T'as aussi de ce fonctionnement-là. Ouais. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça gagne mieux que faire 10 minutes tous les soirs de faire ça. Voilà. Je le dis. Ouais, en vrai, j'avoue que je connais tellement pas comment ça fonctionne et tout, même ce que tu me disais, parce que c'est vrai que parfois je vois dans des salles à 20, 30 places, les petites salles, justement les petits cafés-théâtres, où je me dis, il y a 7-8 humoristes. Ouais. Je me disais que c'était... Alors, parce que le 8K par mois, il y en a énormément quand même de petits humoristes qui galèrent attention, très fortement. Ne quittez pas votre boulot. Où est la caméra là j'ai peut-être fait une connerie. Ne quittez pas vraiment votre travail demain en vous disant je deviens comique. 10 minutes, c'est facile. D'abord, c'est compliqué quand même, 10 minutes. Avant, faut choper un personnage, faut choper. Donc, doucement. Commencez dans le petit café-théâtre à côté de chez vous, le petit comédie club, comme on dit maintenant. Puis une fois que vous êtes sûr, là, vous pouvez dire à votre employeur fuck, je suis comique. Mais après, patience. Il y a un gros monde aussi. Moi, je sais que j'aime beaucoup l'humour d'Aymeric Lompré. C'est un mec qui me fait beaucoup rire. Et lui, c'est un humoriste trash, mais hardcore. Il a été accompagné par Pierre-Emmanuel Barré, qui est un autre mec qui me fait beaucoup rire. Et en gros, ces mecs-là, moi, je les ai beaucoup vus tourner aussi. J'ai l'impression qu'il y a une place pour les humoristes là-dedans. À la radio, en tant que chroniqueur humour, au milieu d'une grosse émission. Donc, je crois qu'il y a France Inter qui faisait ça, RTL et tout. J'en vois beaucoup des humoristes et qui mettent aussi ça sur les réseaux. Qui se font une place à la radio et c'est un espèce de tremplin supplémentaire. Ah, les chroniques, ouais. Les chroniques, humour. C'est une strat, ça te fait ta tournée. Si t'es humoriste France Inter, que t'es dans la bonne émission, tes cafés-théâtres globalement sont remplis. Après, selon ton succès, tu peux aller plus loin. Mais c'est pas jackpot parce que c'est que tu l'as mérité quand t'es sur France Inter, mais c'est une bonne strat. Et effectivement, avant, la radio était pas filmée, donc maintenant elle l'est. Donc c'est une chronique que tu balances sur tes réseaux. Mais après, c'est un autre exercice, j'imagine aussi. Ouais, la chronique, c'est un truc. Mais le comique France Inter, ça date d'il y a 30-40 ans. Mais t'avais pas la vidéo qui va avec. Il n'y avait pas la vidéo, effectivement. Après, ils se sont adaptés. Mais c'est vrai qu'il y a une étiquette comique France Inter. Ouais, à fond. Après, t'es étiqueté comique France Inter. Oui, parce que c'est une couleur politique, parce que c'est une phase, donc c'est un certain public. Et après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu vas déplacer le plafond de verre et être
réussi à avoir ton public et pas le public France Inter? C'est toujours la question. Il y avait Maxime Biaggi, un présentateur de Zen dans le chat, qui disait j'ai tout lâché, les 8000 balles par mois, je crois que ça l'a chauffé. Non, mais en fait, j'avoue que c'est hyper intéressant. Juste pour te dire, on est déjà à plus de 65 000, c'est énorme. Oui, mais on a dit 100 000, les gars. Non, mais on garde cette dynamique. Honnêtement, je suis prêt à tout. S'il faut que je me mette à poil, tu me dis, j'y vais. On s'est dit qu'on allait forcément faire une petite interview ou quoi, mais on n'avait pas envie de faire une interview un peu chiante. On s'est dit pourquoi pas. C'est bien introduit déjà. Tu vois, ça donne envie. On s'est dit, voilà, c'est vrai, est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin avec, pourquoi pas, des petits jeux de mots, des thématiques, justement, pour que tu puisses nous raconter aussi quelques anecdotes. Et on est parti sur la fabrique Eboué. On est parti là-dessus. Oh, ça commence. Concrètement, on va avoir justement une sorte de roue. Voilà. En fait, oui, à tourner. Non, c'est pas toi tu vas rien avoir à faire. La ref, tu vois, on avait Jean-Paul Roux, Jean-Paul Rouve, pardon, on avait fait la Jean-Paul Roux. Enfin voilà, on est quand même des gros bosseurs ici. Il va y avoir des thématiques. Ensuite, justement, il peut y avoir des petites questions un peu autour. Vas-y, Clément, fais pas le timide, envoie. Je suis timide. Maintenant qu'on est là, frère, vas-y. Envoie-le. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec Fabrice Eboué. Voilà, on me renvoie en 6e. J'avais droit à ce genre de jeu de mots. Donc, c'est pas contre toi. Un professeur m'avait dit, en me rendant une copie, parfois il rend les copies, puis... Alors Fabrice échoué, il a dit 3 sur 20. Ça arrive. Je les anticipe. Merde, excusez-moi. Heureusement, on l'a pas gardé en choix final, celle-là. Non, je me demandais justement, tu nous en parlais un peu tout à l'heure, à quel moment t'as su exactement... J'aime beaucoup, t'essayes de reprendre un peu de contenance pour contrebalancer ce jeu de mots douteux. C'est bien, poursuis. Il y en a 8 derrière. Voilà. Donc, non, mais à quel moment t'as su que t'allais pouvoir vivre de l'humour et que justement, c'était pas juste un hobby, etc., mais que t'allais pouvoir être là-dedans et en faire ton métier? Ah oui, c'est pas les 8 000 euros d'aujourd'hui à mon époque, c'est la bohème de Charles Aznavour. Charles Aznavour? Oui, ça va. On va aller. Voilà, ça va aller. Non, écoute, à quelle date, j'en sais rien, je t'avoue. Moi, globalement, ce qui me sort de la merde du One Man, c'est le Jamel Comedy Club en 2006, si mes souvenirs sont bons. Puisque moi, je galère depuis 8 ans à faire des petites salles, à faire les blancs manteaux, à avoir 20 personnes au max les samedis soirs à 20h quand je carbure. Donc, c'est pas compliqué, je le raconte souvent, mais je jouais pile au moment où il y avait Florence Foresti au point virgule et j'étais moi au blanc manteau juste en face. C'est à 100 mètres les uns des deux. Ah ouais. Et moi, je suis programmé au moment où Florence commence à cartonner avec l'émission de Ruquier, à remplir des grosses salles, etc. Donc elle était blindée au point virgule tous les soirs. C'est 100 personnes. Oui, c'est 100 personnes. Et moi, j'avais 100 personnes en face au blanc manteau. Et donc, il arrivait que certains samedis soirs, j'ai pas mal de monde qui étaient en fait, les gens refusaient à Florence Foresti, on leur disait allez en face, il devrait y avoir de la place. Et donc ils venaient me voir ensuite. Ah ouais, en mode bon, vas-y, on est sorti. Ouais, voilà, comme ça. On est sorti, on voulait au théâtre, il n'y en a pas, on va aller voir le type en face, quoi. On voulait pouvoir rire. Je me demandais un peu dans la thématique Fabrice Eboué, c'est une vraie thématique. Hein. Est-ce que tu as un talent caché? Tu as un truc, tu vois, dont on ne sait pas, un truc justement, soit une passion, soit. Tu es un violoniste de légende. Une passion, non, alors je sais pas faire grand-chose. Hein. Et je crois que c'est un peu le propre des comiques. Hein. On se dit, bon, ça fonctionne à peu près dans le fond de la classe, on va essayer de le faire sur scène. Mais à la base, je crois que je sais rien faire d'autre que prendre la parole en public à peu près correctement et puis essayer de temps en temps d'être drôle. Mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de talent caché. C'est déjà beaucoup. Hein. Voilà. Et je peux te dire que là, tout à l'heure, quand le danseur est arrivé, je me suis dit, j'espère que c'est pas un happening me concernant parce que ça aurait été un grand moment de souffrance pour... Je comprends, ça m'angoisse aussi. Par contre, on aura abattu beaucoup de clichés. J'en dis pas plus. Ah, je comprends, non, on essaye de se les éviter. Nous, on se consacre vraiment au vrai happening. Hein, voilà. Fabrice, pas une imitation, un truc, non? Ah non, il n'y a rien, j'ai rien à vous mettre sous la dent, ça aurait été avec plaisir, hein, vraiment. Ah, ça, c'est vrai que ça, c'est les moments bourbiers, quoi. On en voit qu'on continue. Jean-Paul Rouve avait un talent caché? Non, mais on a d'autres questions. De temps en temps, on adapte. En fonction. Oh, j'ai vu le Fabrice échoué, hein. Je l'ai vu passer, le Fabrice échoué. Tu l'as vu? Non, c'est un autre. Factice Eboué. Putain la vache. Factice Eboué. À quel point, justement, tu mens souvent? À quel point tes spectacles, etc., justement... dans les spectacles? En dehors des spectacles, tiens, parce que tu as l'air d'être... tu mens souvent en plateau,
Je crois qu'une fois, parce que parfois ils te demandent ouais, alors là vous allez raconter une anecdote, une ou deux fois ça m'est arrivé de bourrer le mou avec des fausses anecdotes, parce que vraiment ils te disent ah non mais c'est le principe de l'émission, alors toi t'es en carafe, t'appelles des amis, t'as pas une anecdote, tu la reprends de ci, de là. Voilà, très honnêtement après mes spectacles, tout fait de base est réel. Après, évidemment, parfois tu tricotes un peu par-dessus, mais tu essayes de t'inspirer de choses de ta vie réellement. Ouais, c'est ce qui donne la singularité au spectacle. Comment t'écris, toi, justement? Ça part d'où un peu? Est-ce que t'es le genre à te noter plein de choses un peu du quotidien, etc. Avant, t'avais ton carnet. Et t'as gardé cette méthode? Non, je suis quand même. Ça va, les gars. Il te manque quand même ce carnet, Fabrice. Ouais, il était inspirant le carnet. Non, maintenant, je suis sur le téléphone comme tout le monde. Il y en a qui doivent s'enregistrer au vocal. Non, moi, je note. Je suis dans Notes, là, le truc jaune, là. Et puis, je note. Et puis, un jour, tu fais le grand saut. C'est-à-dire que là, je finis en juin les dernières dates aux Folies Bergères. Ouais. Et je pense que dès le mois de juillet, je serai sur les petits plateaux à droite à gauche en train de tester des trucs. Et ce qui est amusant, c'est que tu sors d'un spectacle non seulement qui a très bien marché, mais au bout de, je sais pas, 200 dates, forcément, t'es hyper à l'aise. Dans ton salon, en train de jouer, il peut rien t'arriver. Tu pars dans un sens, tu reviens dans un autre. Et juste quelques semaines après, tu reviens comme un débutant parce que tes vannes, tu sais pas ce qu'elles valent. Et tu passes juste après, je sais pas, Thomas, qui a peut-être un 10 minutes qui cartonne. Et là, les gens disent Fabrice Eboué. Alors les gens sont contents parce qu'ils voient quelqu'un qui est un peu médiatisé. Sauf que toi, derrière, parfois, tu prends des gros fours parce que c'est du nouveau matériel, tu sais pas ce que ça vaut. Hein. Mais est-ce que les gens sont pas plus indulgents maintenant que, par exemple, moi qui connais pas grand-chose au milieu de l'humour, j'ai entendu 1000 fois sur les réseaux que justement un spectacle ça se rôde et que forcément, aussi drôle sois-tu dans 3-4 spectacles, quand tu vas rôder ton prochain, tu vas faire des bides monumentaux. Donc est-ce que c'est pas plus entre guillemets permissif aujourd'hui maintenant que ce fait-là se sait qu'à l'époque où peut-être les gens ne savaient pas ça et disaient ah ouais en fait il est vraiment nul, que maintenant tu sais les gens savent que vous vous entraînez aussi. Ouais mais non parce que quand tu arrives sur les plateaux les gens ils ont payé pour se marrer, ils payent un plateau et s'il y a eu un mec super drôle avant toi et que toi t'arrives tes moyens, passer la surprise de voir un mec un peu médiatique arriver, moi ou un autre, ils sont contents, puis après si t'es pas drôle toi tu vis ton bide toujours mal même si c'est du rodage et puis le public il est plus avec toi donc non par contre moi une fois que je passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire que je fais 1 heure de nouveau, je prends généralement un petit théâtre qui s'appelle Le Lieu dans le 9e arrondissement à Paris, vers le théâtre du Trévis justement. Le théâtre, il fait 30 places. Donc par contre, là, je fais payer généralement 12 € en annonçant rodage, testage, c'est 12 €, je viens pendant 1 heure essayer des choses. Quoi. Ok. Parce que c'est vrai que le truc du bide, ça se vit tout le temps mal, quoi. Et je sais pas si ça t'est arrivé, Fabrice, mais moi en plateau, des fois, je devais venir pour tester 10 minutes. Le gars d'avant cartonne. La salle a l'air sur une bonne énergie, j'ose pas faire mon test et puis je fais mon comment on appelle ça, tu sais, les 10 minutes que t'as déjà joué 1000 fois et tu refais, t'es pas fier de toi le soir parce que t'as eu tes rires mais c'était ton quoi. Et vu que les gens en plus ont toujours tendance à comparer, t'as beau être pas dans une compète mais t'as envie d'être le roi de la soirée ou au moins d'avoir fait rire quoi. Donc c'est terrible, ouais. Et sauf que toi tu venais pour bosser. Tu venais te dire, je viens tester ça, donc tu viens pour travailler. Ouais. Et juste avant, là, le mec, il a cartonné. Puis comme il dit, c'est un métier d'ego. Tu as envie d'être le meilleur de la soirée, de dire, c'est lui qu'on préfère. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça que je préfère rôder généralement tout seul dans mon petit lieu, tranquillement. Tu souffres pas de comparaison, mais bon, c'est aussi le métier de se remettre en question. Là, tu l'écris, quoi. Sur un plateau, tu peux pas dire... Soit t'arrives et tu dis, bon là, je teste toutes mes blagues, mais bon, c'est pas très fair, quoi. Alors qu'une affiche en rodage, t'es un peu plus tranquille. C'est ça. C'est annoncé, quoi. Les gens alors maintenant, tu peux arriver sur le plateau, dire, bon, je vous dis tout de suite, c'est dur. Voilà. Ouais. Après, avec le métier, l'avantage que t'as, c'est en comédie club, quand je sens que je prends l'eau parce que les nouvelles vannes sont pas bonnes, j'arrive toujours à aller sur le public, à me rattraper de diverses façons. Bon, c'est le seul t'as le capital sympathique. Ouais, c'est le seul truc qui te sauve un peu, mais tu viens pour travailler normalement tes nouveaux trucs, quoi. C'est vrai que ça, c'est... Nous, sur YouTube, etc., on parle beaucoup de méta, c'est-à-dire un peu les modes, quoi, en fait, justement. C'est vrai que ce truc qu'on voit beaucoup aussi sur TikTok, etc., du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois les nouveaux humoristes... est-ce que c'est pour pas cramer leur spectacle aussi ou est-ce que maintenant il y a vraiment il y a beaucoup d'humoristes qui sont vraiment genre entre guillemets 100% entre guillemets roue libre, pas forcément de texte et qui juste arrivent et sont en mode ok qu'est-ce qu'on a premier rang, qu'est-ce qu'on a deuxième rang, ou la majorité maintenant comme des humoristes sont en mode ils ont un spectacle je sais pas alors ça dépend si t'es en plateau ou pas mais un 45 minutes de texte et un 30 minutes ou en fonction de ce que t'as si le premier il t'inspire Non, moi, alors je vais te dire, moi mes spectacles en tout cas, je chauffe la salle pendant les 10 minutes en allant sur le public, parce que c'est une façon, parce que le public aime bien ça, etc. Maintenant, je vais pas te mentir, au bout j'ai 26 ans de métier, si je veux faire 1 heure d'impro sur le public, je te fais 1 heure d'impro sur le public. Mais j'estime que moi, je viens donner un texte
avec un propos, avec des choses à dire. Donc ça m'intéresse pas de le faire. Et disons les choses, le fameux mythe de j'improvise sur le public, il est faux. C'est-à-dire que dans ton tiroir, tu sais très bien ce que tu as, alors tu es en couple, alors tu habites où, alors tu fais quel métier, et tu sais très bien par rapport à il vient de telle région, tu as ça à dire, machin, tu as quelques impros qui sortent à des moments. Mais en réalité, ouais, t'as tes classiques, quoi. Bah oui, évidemment, c'est du truc du cabaret, ça c'est vieux comme le monde. T'as déjà dit à 50 personnes que c'était des branleurs. Okay. Non, là, tu vois, et c'est la réalité, et c'est là où tu vois quel humoriste est réellement drôle dans la vie. Moi, j'ai fait beaucoup de radio en direct, etc. Et pour moi, être comique, c'est d'abord être capable de réagir en live sur un plateau, tu vois. Parce qu'après, tu as des comiques, bah, c'est pas compliqué. Ils ont 3-4 auteurs, et puis ce sont des interprètes. Mais le réel métier de comique, c'est ta faculté, ta capacité à improviser et à être bon sur le moment. Et ça, c'est pas le cas de tous. Non mais très bien, on va pouvoir s'en renvoyer. Hein. Qu'est-ce qu'on va découvrir sous cette roue? Peut-être le jackpot. On a Fabrice Écroué. C'est Écroué, moi je voyais Écroué. Non, tu vois, ici on est bien vu. Garde à vue, déjà fait une petite expérience de... Non, j'ai pas eu de garde à vue. Une fois, j'ai fraudé dans le RER, je devais avoir quoi? Oh, t'es en pleine période de rébellion, t'as 16-17 ans. Ah oui, une seule fois. Ah ouais, très sage. Oh, bah attention, j'ai grandi à Nogent-sur-Marne, je sais pas si tu vois le topo de Nogent-sur-Marne quand même. Hein. Plutôt détente. C'est entre la Marne et le bois de Vincennes, donc c'est vraiment... t'es dans la CSP+, hein, comme on dit. Papa est gynécologue, maman est professeur. Bon... J'ai écouté beaucoup de gangsta rap, je rêvais de vivre à Los Angeles dans le ghetto, mais ça restait Nogent-sur-Marne. Donc je m'asseyais sur les marches de mon pavillon avec une bouteille de bière, mais il se passait rien, tu vois ce que je veux dire, quoi. Globalement, la garde à vue, non, j'ai rien à te donner. Hein. Mais c'est très bien, on aime l'honnêteté ici et la franchise. On peut renvoyer, on en a à l'infini, hein, vraiment, on ne sait pas quand on va arrêter ce jeu. Tu nous parlais, en plus de rap, de West Coast, pardon, Fabrice Edré et Dr Dre. On a une photo, je crois, qui a beaucoup tourné, forcément, elle date celle-là, à l'ancienne sur ton compte Twitter, d'une rencontre. Exactement. J'en ai une avec P. Diddy qui a disparu, on ne sait pas pourquoi. Voilà, mais celle de Dr Dre, oui. Là, t'es content, t'es en boîte de nuit au Titi Twister à l'époque, hein, vers les Champs-Élysées. Je sais pas si vous avez connu. Et là, on te dit, il y a Dr Dre, donc je me dis, c'est le moment ou jamais d'aller faire la photo groupie. Ah, t'es allé dans son carré. J'ai été dans le carré, j'avais un contact, je connaissais le videur qui m'a permis d'aller faire la photo. Et voilà. Alors, c'est amusant parce que moi, il m'arrive souvent qu'on me demande des photos et tu te poses toujours la question dans quel mood il est. Parce que moi, il y a des moments où j'ai pas de souci avec les photos. Alors, j'accepte généralement de les faire, mais il y a quand même des moments où tu acceptes en disant, toi, ça me casse les couilles. Ce qui est normal, hein, c'est la vie de tout le monde. Et là, tu te dis, toi, c'est ton moment de groupie et tu penses à te dire, et dans quel mode il est, lui? Est-ce que c'est quoi ce casse-couille avec sa casquette qui copie palement celle que j'ai habituellement? Donc, c'est assez amusant. Et tu penses, du coup, dans l'échange, il a été sympa ou ça lui cassait les couilles? Oh, tu sais, les échanges en boîte de nuit avec la musique très forte et l'alcool dans le sang, généralement, c'est très limité. Ouais, voilà, quoi. Déjà, l'affaire, j'avoue que ça a été bien. Il y a des stars un peu que tu aimerais rencontrer ou ce genre de truc, ou justement Dr Dre faisait partie un peu de... Non, alors ça, bon, oui, c'était un kiff un peu plus jeune, quoi. Ouais, mais tu sais, plus l'âge avance, moins tu as d'idoles. C'est vrai, en vrai. C'est ça qui est terrible. Ouais. Et c'est pire que ça. J'en parlais avec un pote. Plus l'âge avance, par exemple, moins tu découvres d'artistes musicaux, par exemple. Quand t'es jeune, il n'y a pas putain, ce son, je le kiffe, machin, etc. Et passé un certain âge, quand les enfants arrivent, quand tu arrives sur la quarantaine, tu t'aperçois que c'est essentiellement de la réécoute, de la nostalgie. Chaque morceau correspond à un moment de ta vie, donc tu aimes bien le réécouter, etc. Mais il y a très peu de découvertes, quelques-unes encore, mais très très peu. Passé 40 ans, si on devient fainéant, même sur l'ouverture d'esprit, même sur la curiosité. Ok. Et ouais. Pas de Dua Lipa, quoi, du côté de Fabrice. Dua Lipa, je ne serais pas capable, tu vois, de te dire ça, c'est un morceau de Dua Lipa. On va te mettre un petit son, on va te mettre un petit Houdini. Oui. Quand même. Il nous en reste un 1-1, je crois. Je crois que c'est celui que t'as spoil. Qu'est-ce que... Ah non. Fabrice, c'est bourré. Non, en vrai, c'est le Combini. C'est le Combini qui m'a chauffé là-dessus, parce que c'est vrai qu'on te voit dans cette petite épicerie. J'ai même fait, alors je sais plus, hein, moi je confonds toutes
c'est Combini et compagnie, les autres. Mais j'en ai fait un où je parlais de la 8-6. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'as 16 ans, que t'as pas un rond, que tu partais en soirée, nous, à l'époque... Et à l'époque, c'était en francs, donc je ne sais plus combien valait la 8-6, mais en francs, je crois qu'on était à 1,50 € la bière de 1,5 litre. Et la 8-6, on ne va pas faire de mauvaise promotion, mais c'était ta soirée qui était assurée. T'en prenais 2, t'avais ta soirée, t'avais pas besoin de plus. Donc pour 3 francs, il y avait quand même quelque chose qui se passait. Excuse-moi de parler en francs sur cette chaîne, c'est assez rare. Il faut le dire, mais voilà, donc il y a ce truc-là. C'est Foot Club, je crois, sur Combini, qui tourne et tourne beaucoup en ce moment. Je ne sais pas s'il l'avait déjà fait ou si c'était le premier à l'avoir fait. Non, j'ai vu Edouard Baird le faire, j'ai vu Claude Marmaille le faire, voilà. Ah putain, je savais pas. Pour le coup, j'avoue que j'ai vu le tien, c'était 8 morts, 6 blessés, bien sûr. Là. Et alors, évidemment, vous parliez de méta tout à l'heure, ouais. et quand même, parce qu'on a notre ego d'artiste, hein, on est toujours en train de regarder. Il avait fait combien, lui, sur la vidéo, tu sais, sur le même format, tu vas quand même voir. Ah ouais, ça compare un peu en fonction. Tu sais, il connaît, c'est du one-man show, on a quand même... c'est quand même le métier le plus égocentrique du monde. À la base, la scène, si tu veux, c'est fait pour le théâtre, c'est fait pour partager, c'est fait pour un moment d'échange. Le one man, je ne sais pas qui a eu l'idée un jour de dire je vais monter tout seul, raconter des blagues. D'ailleurs, ça n'existait pas à la base. À la base, t'avais la prise de parole de tribun classique, mais t'as eu les clubs américains, qu'est-ce que c'est? C'est des mecs qui venaient jouer du jazz, etc. Et t'avais un présentateur, et puis à un moment, il a fait une blague, il a vu que ça marchait bien, contre les morceaux. C'est comme ça que c'est né, ce genre d'exercice. Mais au départ, personne n'est monté sur scène en disant « Allez, je vais être drôle maintenant ». C'est terrifiant. Il y avait bien des troubadours. Oui, mais c'était des bouffons du roi. C'était autre chose. Il racontait des blagues. Un peu. Ouais, c'est vrai. Alors, je sais pas s'il racontait des blagues. Des bardes un peu. Ouais, voilà, il y avait un côté jongleur, il y avait un côté. Il n'y avait pas l'ego, je crois. L'ego qu'on a. Oui, c'est vrai. Il fallait le ranger à ce moment. Non, nous, c'est gênant. Puis on est des geeks, hein, souvent. Hein. C'est une revanche sur la vie, comique. Hein. Je sais pas, Thomas, où il en est lui, mais moi... Dis-nous un peu, toi, ta revanche sur la vie, là. Non, je sais pas, moi, c'est trop particulier parce que j'ai toujours voulu faire ça, mais parce que je pense que j'ai été abreuvé quand j'étais petit de ça, et j'ai du mal à comprendre. Tu sais, une fois, il y a un producteur, je mangeais avec lui, il me dit « Pourquoi tu veux faire ça ?» Il dit « Tu veux être connu, c'est ça ?» Je fais « Bah non, je pense pas, franchement, je veux faire rire les gens. » Mais par contre, là où tu dis qu'on est geek, effectivement, c'est que j'ai malheureusement peur, et là on va aller dans le deep, que des fois j'ai envie qu'on se dise putain ce gars-là est malin, quoi, parce que cette blague elle est maligne, tu vois, et ça c'est pas très sain en vrai. Mais tu vois, c'est la grande différence, c'est que sur votre génération, genre, je sais pas quel âge tu as, mais 34. 34, mais sur votre génération déjà, moi j'ai 47 quand même, bon, mais vous êtes beaucoup à avoir fait ce métier en voyant les autres le faire. Bah, ouais. Et notamment, moi, les gens qui viennent me voir, le Jamel Comedy Club, pour moi, c'était... Et le Ondar à l'époque. Ouais, voilà, je me suis intéressé à tout ça et j'ai voulu faire ce métier. Alors que moi, vraiment, j'ai jamais voulu faire ce métier. Et mes références, c'est pas les autres comiques, mes références, c'est la vie, etc. Donc, c'est deux façons d'aborder le métier. Et aujourd'hui, tu as vraiment des scientifiques du comique. Ils regardent tous les spectacles, ils analysent la vanne, il faut faire comme ça, machin. Par la frontière entre casse-couilles et ces gens-là, c'est ça. Elle peut être fine, tu vois, parce qu'il faut quand même continuer à prendre le plaisir. Enfin, je me dis toujours, il faut continuer à se taper sur les cuisses quand on regarde ce qu'on fait. Enfin, il faut qu'on trouve ça suffisamment gogol pour aimer. Des fois, il y a des gens qui perdent un peu ce truc-là. Mais je sais pas si toi, quand je trouve une bonne blague chez moi, des fois, j'ai applaudi, tu vois. Je m'applaudis tout seul comme un con. Je suis tellement heureux de la sensation que ça me fait. Donc, c'est ça le côté geek pour moi. C'est putain, ça c'est marrant. Enfin, je crois, tu vois. Je l'ai pas encore testé. Et ça, je suis trop heureux. La sensation, elle est folle d'avoir trouvé une bonne blague, quoi. Et d'ailleurs, tu as trouvé une bonne blague qui ensuite ne marche pas du tout. Oui, ça arrive. Parfois, tu es persuadé de retrouver. Alors là, il faut la tester 3-4 fois. La salle. À quel point, un peu en comparaison, forcément, c'est différent, mais Natou, sur le côté vidéo YouTube, toi, t'écrivais justement, t'écris tes vidéos YouTube. Maintenant, c'est un peu. Tu fais toujours justement des vidéos un peu montées, jouées et tout. T'as beaucoup justement à la fois de vlogs, etc. Un petit peu moins. C'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de podcasts où je racontais un petit peu une histoire et j'illustrais ensuite avec des petites scénettes. Donc ça, j'écrivais tout de A à Z. Ouais. Et là, dernièrement, j'ai envie de faire un petit peu plus de documentaires, beaucoup de vlogs dernièrement. Ouais, plus autour de toi, quoi, aussi, justement, de trucs qui te font kiffer, etc. Mais oui, mais je vois trop la sensation de trouver une bonne vanne et quand après elle marche et que tu as les commentaires en dessous, en plus qu'il la valide. C'était de l'écriture humoristique que tu faisais avant. Bah ouais. Oui, t'as vu que c'est une drogue, ce truc-là. Le point commun, surtout que je vois entre Fabrice et Natou, c'est le fait que les deux sont plus ou moins précurseurs dans le milieu, tu vois, genre le stand-up officialisé, un métier, etc., etc. Toi, t'es arrivé quand ça n'existait pas vraiment, et Natou, pareil, sur YouTube, quand t'étais parmi les premières, tu vois, ce truc de ça n'existe pas, on y va quand même. Ouais, c'est vrai. C'est ça que vous avez un peu en commun, tu vois. Oui, nous, il y avait le café théâtre, c'est pas institutionnalisé, quoi. Comics, c'est quand même très vieux, c'est vrai que elle est... nous, ça s'appelait pas le stand-up, mais t'as des mecs comme Titoff, etc., qui arrivaient déjà avec cette forme-là. Non, moi, ce qui m'a poussé à faire ce métier, plus que tout,
c'est aussi le rapport aux autres. Le rire, c'est une forme de séduction. Tu vois, moi, j'étais pas le plus beau. Je me rappelle, j'ai 3 ans d'écart avec mon grand frère et mes copines de classe venaient chez moi juste pour voir mon grand frère. Alors que moi, je dirais, j'ai réussi à ramener une copine à la maison, je suis content, mais c'était pour voir mon frère. J'étais pas le plus beau, j'étais pas le meilleur à l'école. Et une façon de séduire et de briller, effectivement, elle dit le pouvoir de l'humour. Ouais. Quand tu sors une bonne vanne, t'as vu les retours que t'as, tout le monde t'aime, ça rigole, c'est galvanisant. Et c'est pour ça que c'est une drogue. Et moi, après chaque spectacle, quand t'enchaînes 200 dates, tu dis je fais une pause. Au bout de 2 mois, je suis pas bien. Et pire, quand je vais au théâtre, même voir des gens sur scène, je suis jaloux. Je dis, putain, il fait rire, ça devrait être moi. Oui, t'as envie de monter. Oui, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc c'est un truc, c'est une drogue. Et au bout d'un moment, t'as besoin d'être sur scène et d'entendre les rires. Et c'est pour ça que je vais rebondir vite fait, mais moi j'avais des vêtements moins chers que les autres. Tu vois, j'étais dans un lycée un peu riche, tu vois. Moi, j'avais pas les vêtements. On y vient, tu vois, je cherchais la faille. Terrible. On creuse, on y vient. J'avais du Inextenso, c'était la marque d'Auchan, tu vois. Fallait se battre après avec ça, tu vois, pour plaire aux gens. Bah, l'humour, c'est le meilleur outil que t'as, quoi, tu vois, dans ces cas-là. Ah mais c'est vrai que parce que certaines sensations, on a pu tous les vivre en classe, etc. C'est vrai que vous, c'est devenu votre métier, etc. Et c'est beau aussi parfois d'admettre, tu vois, ce truc parfois de jalousie, entre guillemets, de te dire putain, fais chier, qu'est-ce que je fais là, moi, faut aussi que j'aille écrire justement parce que je veux remonter sur scène. T'as remarqué que généralement, alors c'est pas tous, mais les gens très beaux ne sont pas drôles. Ouais. Mais parce que pas besoin de développer, ils ne développent pas cette sensibilité. Tout leur vient. Très tôt, tout leur vient. T'as pas besoin de te faire remarquer. Tu passes quelque part, toutes les filles ou tous les hommes te regardent. Donc à un moment ou à un autre, quand t'es jeune, tu dis je vais pas. Sauf que celui qui doit, l'arme de séduction, c'est l'humour. Ouais, ça construit. En tout cas, petit point stat, parce que sur Combini, c'est vrai que t'as mangé tout le monde. On est sur 745 000 vues en 10 jours. Beaucoup parlé depuis le début de l'émission. Non, mais voilà. Même Etchebest, il y a un an, sur le format 716 000. Ouais. Il n'arrive pas. Alors qu'on est sur son format. On est sur son format. Tu viens de chercher sur son format. Oui. Mais non, ça le claque, donc... Je parlerai pas des autres, parce que voilà, on va garder la dignité de tout le monde, mais... La Ligue 2, ça intéresse personne. non, mais joli. On va, je pense, arrêter avec les jeux de mots. Non, moi, j'avais une dernière question un peu con. Après, j'y vais. T'as ton site internet, fabriceeboué.com, c'est le premier truc sur lequel on tombe. Ah bon? On tape Fabrice Eboué, on tombe sur fabriceeboué.com. Il n'est pas à jour depuis 2019. Je me demandais si c'était une perte de mot de passe. C'est intéressant, du 21 au 31 décembre au Trianon, les dernières. 2019, donc c'est une fausse information. Les couilles, c'est juste t'as perdu les mots de passe du... productrice qui travaille avec acharnement. Je voulais juste comprendre, mais... Peut-être qu'elle regarde des séries. Elle a toutes les saisons. Non, mais en vrai, très bien. C'est trop cool. En vrai, je trouve d'entendre en plus avec Thomas deux visions aussi du monde du stand-up, etc. Mais c'est vrai que moi, je vois pas forcément de l'intérieur, etc. Donc, c'est des visions très, très intéressantes. C'est des méchants. Les gens qui font du one man sont méchants. Ah ouais, faut le révéler maintenant. Ils sont très méchants. C'est un melon énorme. C'est beaucoup de gens méchants. Tu vas être gentil après quand on va avoir 4 ou pas? Non, mais moi, c'est bon. J'ai passé cette phase-là, mais il y a la phase où tu veux tout pour toi. C'est du one man, n'oublie pas, c'est des gens tout seuls, il y a un problème. Il y a un problème dans la tête. Là, tu nous dis un truc. Mais il y a un problème dans ça n'existe pas de monter sur scène. Tout est faux. Le rapport au public est faux, de toute façon. Dans le sens où, je te jure que tu fais certaines vannes qu'on fait en one man dans la vie de tous les jours, tout le monde te regarde là. Donc, il y a un truc qui est déjà installé dans la tête moi, quand des gens t'aiment et viennent te voir, ce qui est amusant, c'est que tes premières vannes, tu peux sortir les trucs les plus nuls, faire un jeu de mots du type Fabrice est doué, les gens vont rigoler. Parce qu'ils sont déjà, en fait... Elle est pas si mal. Quand même un travail. Ils sont déjà, en fait, dans un mode « je vais rire ». C'est assez particulier, ce métier. Moi, j'avais juste des vêtements moins chers que les autres. Fais attention, parce que je commence à voir ton vrai... comme ça, Je commence à voir ton vrai visage, toi. T'auras cette phase-là, après tu vas redescendre, puis après, t'as des enfants, tu comprends que les blagues, c'est pas... Ouais, bien sûr. C'est beau.